Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Mercredis de l'Espoir, donc numéro du 20 janvier. Donc, le thème d'aujourd'hui, quelle 6e République? Donc, nous sommes à l'épisode numéro 10 de cette série. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, un sujet que je dirais un peu novateur et un peu peu connu et spécifique à la 6e République, proposée par une perspective de la 6e République, la Chambre des forces productives. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que cette Chambre des forces productives et en quoi elle est pertinente et très importante en réalité. Alors, avant cela, bien entendu, je voudrais de nouveau vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année 2021, qu'on espère meilleure que 2020, mais bon, on y croit moyennement, on va dire. Donc j'ai fait une vidéo que je vous invite à regarder à ce sujet. Que vous trouverez sur le site ou sur YouTube, sur Facebook évidemment. J'ai fait une autre vidéo un peu plus tôt, dans le courant du mois de décembre. 6 mois pour échapper à la barbarie. Oui, nous avons jusqu'au mois de juin. C'est ce qu'explique cette vidéo. C'est aussi expliqué dans le texte de cette vidéo qui est disponible sur le site également et sur la page Facebook. Ce sont vraiment 6 mois décisifs pour échapper à la barbarie. Parce que c'est durant les 6 prochains mois, juin, janvier inclus, donc ça fait déjà moins de 5 mois, de 6 mois maintenant, qu'il nous faudra réunir les forces suffisantes pour échapper à la barbarie, puisque sinon, l'élection de personnes du système sera quasiment inéluctable, et donc d'une manière ou d'une autre, du système ou de l'opposition, c'est ce qui est expliqué justement là. Mais quelle que soit l'alternative, de toute façon, nous basculerons au moins en partie, nous approfondirons en fait la trajectoire vers la barbarie. La seule solution pacifique, c'est justement qu'une perspective de la 6e République puisse mettre en œuvre tout ce qu'on explique là, et notamment cette chambre des forces productives dont on va parler ce soir, pour pouvoir donner un rebond civilisationnel qui nous permettent d'échapper justement à la barbarie et de changer de trajectoire pendant qu'il est encore temps, avant que les dégâts, pendant que ça soit encore possible d'en sortir d'ailleurs, et même si après ça sera peut-être encore possible d'en sortir, les dégâts seront beaucoup plus importants. Donc ça, voilà. Je dirais, l'avenir est entre nos mains, en tout cas, personnellement, et les gens qui travaillent avec moi, nous faisons tout notre possible pour en prendre conscience et pour communiquer autour de ça. J'espère que les Français s'en rendront compte et se rendront compte que les solutions partielles ne sont que des solutions partielles, justement, et qu'elles ne permettront pas de résoudre les problèmes et le mur, en fait, dans lequel nous
nous fonçons, voire en appuyant sur l'accélérateur avec des gens comme Macron aux commandes. Donc voilà, donc je vous invite à voir ces vidéos. Je vous invite également évidemment à lire le manifeste fondateur Émergence, évidemment, puisqu'il explique toute la stratégie et comment il est possible de gagner en 2022. Et bien sûr, pour gagner en 2022, il faut pouvoir se présenter. Il faut avoir des forces suffisantes pour recueillir les 500 signatures, les 500 parrainages de maires et autres élus locaux. Donc voilà, il n'y aura pas de génération spontanée, les miracles n'existent pas, hein, je le répète. Les miracles, c'est bien gentil d'y croire, mais dans la réalité, les miracles, ça n'existe pas. Il y a émergence idéologique aussi, qui est la partie, donc le volet idéologique du manifeste Émergence. Je travaille actuellement sur la partie spirituelle, qui est une partie également très importante. Enfin, toutes les parties sont importantes, évidemment. Bah, commandez-le, diffusez-le autour de vous, lisez-le, pour vous convaincre, je pense et j'espère, de la pertinence de toute l'approche et de toute la démarche, justement, d'une perspective de la 6ème République qui va bien au-delà, et vous l'avez bien compris, que de la 6ème République, puisque la 6ème République, c'est le moyen, sur le terrain politique, de rassembler les Français, bien entendu, et aussi d'enclencher un mouvement et un appui politique important pour donner une autre orientation à notre pays et voir au-delà. Parce que l'impact, le rayonnement international est fondamental et est une condition de la réussite. Je dirais, regardez autour de vous, les gens qui sont sur des solutions limitées, souverainistes, etc., bien, ils sont assez rapidement en échec. L'idée, là, c'est vraiment de faire quelque chose de durable. Hein. On est vraiment sur du durable. Donc, forcément, c'est quelque chose de plus ambitieux, peut-être d'un peu plus complexe à comprendre, mais rien ne se fera sans effort. On ne fait jamais rien, on ne réussit jamais rien sans effort. Inclus avec le manifeste version papier Crypt, logiciel justement qui permet d'échanger de façon sécurisée avec une perspective de la 6ème République, au moins dans cette première version. Dans le monde actuel, on se rend bien compte que c'est tout à fait essentiel d'avoir des moyens de communication parfaitement sécurisés. C'est pour ça que nous avons investi dans la fabrication de ce logiciel qui est très important, qui a un coffre-fort numérique également inviolable. Autre moyen de propagation et de diffusion de ce que propose une perspective de la 6ème République, les mini-cartes, ça c'est vraiment quelque chose de facile, c'est des cartes au format carte de visite. Donc en plus c'est peu cher et c'est facile à diffuser autour de vous. Hein. Vous pouvez les commander, voilà, pour 100 cartes, c'est 6,60 € cartes avec le port inclus. Donc voilà. Vous avez 100 cartes, vous en diffusez un peu autour de vous, et ben voilà, si tout le monde fait ça, eh bien ça fera tache d'huile et le bouche à oreille pourra fonctionner. Et ça, c'est vraiment important, puisque nous n'avons pas les moyens, les médias, etc. à notre disposition. Nous sommes une candidature issue du peuple, et donc à partir de là, si le peuple ne se mobilise pas, eh ben, il ne se passera rien. Rien qui nous permettra de gagner, en tout cas. Au moins dans cette première, dans cette époque courante. Alors, la Chambre des forces productives, alors, de quoi s'agit-il? De quoi va-t-on parler ce soir exactement? Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais, et dans d'autres vidéos, mais là, ce soir, nous allons vraiment mettre l'accent et le focus sur cette Chambre des forces productives. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une Chambre des forces productives? Quel est son périmètre d'action directe, indirecte, et son périmètre également de contrôle? Comment est composée cette Chambre? Quel est son principe de fonctionnement? Et à plus long terme, qu'est-ce que met en perspective justement cette Chambre des forces productives qui est, au fond, il y a toutes ces choses qu'on va voir sur le court terme avec ça, mais il y a aussi sur le long terme, c'est la Chambre qui en fait change. Je ne veux pas dire que ça change tout, mais quasiment. C'est celle qui fait beaucoup la différence dans le domaine politique et économique et dans plein d'autres domaines. Nous allons voir. Alors, première partie, pourquoi la Chambre des forces productives? Alors,
Je vous rappelle, on a fait donc la semaine dernière et la semaine précédente les lignes directrices de la 6e République. Qu'est-ce qu'il y avait comme principe, comme ligne directrice qui guidait l'architecture proposée pour la 6e République. Et dans ces lignes directrices, il y en avait une première, il y en avait une, enfin c'est pas la première, mais c'en est une, qui était tenir compte des forces et des forces productives. Hein. Les marxistes appelleraient ça des classes, hein, typiquement. Et ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, dans la République, elles ne sont pas représentées, ou elles sont mal représentées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit, le Premier ministre reçoit les partenaires sociaux, voilà, mais c'est parce qu'il veut bien, il n'y a aucune instance officielle, il y a le Conseil économique et social, mais est-ce que tout le monde est bien représenté dans ce Conseil? C'est complètement opaque ce Conseil. Là, c'est une instance officielle élue, une chambre comme l'Assemblée nationale est, comme le Sénat est aujourd'hui, même s'il disparaît évidemment dans la 6e République. C'est une chambre tout à fait officielle, ce ne sont pas un comité d'experts, des théodules qui se réunissent entre eux de façon complètement opaque. Donc là, il y a des gens qui sont mal représentés, et notamment, il y a les lobbies, qui du coup passent par les couloirs, la corruption, puisque du coup la corruption, forcément, elle s'exerce pareil, par les couloirs, par les dîners, dans les restaurants, dans les clubs, etc. Puis les syndicats ouvriers, les syndicats paysans, les syndicats de toute nature, en définitive, sont invités au petit bonheur la chance en fonction de ce qu'on veut bien faire et de ce qu'on veut bien écouter. Hein. Donc voilà, tenir compte des forces, c'est vraiment quelque chose de très important. Sinon, ces forces, elles finissent par s'exercer. Et c'est aussi ce pourquoi une des raisons essentielles pour lesquelles une perspective de la 6e République propose une constitution et ne fait pas extrêmement confiance, même si on proposera un référendum évidemment, mais ne fait pas trop confiance à une chambre constitutionnelle, parce que le problème des chambres constitutionnelles, assemblées constituantes, donc qui vont écrire une constitution, c'est que souvent les gens se font plaisir. Il y a des catégories qui sont surreprésentées par rapport à d'autres, mais qui ne représentent pas les forces réelles qui s'exercent dans la société. Et du coup, on arrive à une constitution complètement irréaliste et qui fait face à des coups d'État, fait face à des révolutions, fait face à des embargos. Regardez ce qui se passe en Amérique latine. Il suffit de voir les pays qui ont suivi ces démarches, vous voyez ce qui leur arrive. C'est très simple, c'est très exactement ça qu'il faut éviter de faire. Hein, en France, il y a quelqu'un qui représente bien ces gens, ce courant, hein, qui propose aussi une 6e République d'ailleurs. Voilà, mais ça serait une 6e République et on va se retrouver dans cette situation-là. Bien, une perspective de la 6e République, c'est une perspective réaliste justement pour éviter ça, et en prenant en compte les forces dès le départ. Ça, c'est vraiment très important. Déjà on voit déjà qu'il y a une motivation qui est déjà de l'ordre du costaud, je dirais. Deuxième motivation très importante, c'est que on voit bien que c'est le néolibéralisme et la mondialisation qui font que nous arrivons dans cette situation aujourd'hui. Donc, parce qu'on se remet, c'est l'idéologie qui a été initiée à partir de Carter, Reagan, Thatcher, et toute cette époque-là, et même Mitterrand, hein, puisqu'ils ont participé de ce courant. Hein. Donc c'est tout à l'économie de marché, ce qui n'était pas le cas auparavant, hein. Même des gens, des capitalistes et des économistes capitalistes comme Maynard Keynes, typiquement, hein, justement, n'étaient pas dans le tout marché. Hein. Donc on savait bien que le marché, ça ne fonctionne pas bien. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit donc que le marché, c'est ce qui nous amène, et le néolibéralisme nous amène dans tous ces problèmes. Le Covid en est un, hein, évidemment. Mais c'en est un parmi plein d'autres. Hein. C'est tout l'ensemble de la barbarie. Je vous renvoie aux émissions du vendredi, Chronique des barbaries, pour vous en convaincre. Mais du coup, si on dit il y a une partie de l'économie qui ne doit pas faire partie du marché, soit on s'en remet, comme on s'en était remis jusqu'ici, à des entreprises nationalisées, avec un fonctionnement qui n'est pas forcément toujours très vertueux, mais ça nécessite de gouverner la production.
faut bien trouver un moyen de gouverner la production puisqu'elle est mise hors du marché. Donc c'est la chambre des forces productives. Si on dit il faut sortir au moins en partie du tout marché, eh bien ça veut bien dire que cette partie est administrée et donc il faut bien des organisations, des organismes pour gérer cette production. Eh bien c'est le rôle de la chambre des forces productives. Ça c'est un deuxième élément tout à fait important qui motive cette chambre pour sortir aussi d'un côté étatiste, administratif, et mettre un peu des forces vives à aussi diriger ces organisations. Et il y a d'autres méthodes, mais ça c'est la méthode, je dirais, principale. Avec aussi une idée sous-jacente par rapport à ça, c'est une prééminence du politique, c'est-à-dire plus précisément de la volonté humaine, c'est-à-dire de la réflexion et de la volonté humaine, et des rapports de force, puisque là on voit bien qu'on va mettre des forces qui vont se frotter, je dirais, dans cette chambre des forces productives, plutôt que de s'en remettre à ce qu'on appelle la main noire du marché, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est absolument pas gouverné et qui est complètement hors dehors de toute rationalité. On le mesure assez fréquemment. La seule rationalité étant de maximiser le profit, donc de réduire les coûts toujours plus et de développer les marchés toujours plus, avec les impacts sur les hommes, sur les ressources naturelles et sur notre environnement. Donc voilà, déjà, on a déjà deux grosses motivations qui arrivent des lignes directrices, justement, qu'on a énoncées dans l'architecture de la 6ème République. Mais il n'y a pas que ça comme motivation. Il y a encore d'autres motivations. Celle-là, déjà, elle se suffirait très largement à elle-même. Mais il y a également d'autres motivations. Justement, c'est ce que je disais à l'instant, c'est l'inefficacité de l'État dans la gestion de la production, hein, qui est avérée. Bon, par exemple, ici, on voit bien, ils ont du mal à gérer les masques, Alors ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que dans le privé ça se passe toujours bien, hein, mais l'État n'est pas toujours efficace pour gérer la production. Je pense que c'est assez connu et c'est assez ancien en définitive. Hein. Moi j'ai lu des textes bien avant du XVIIIe siècle où on parlait déjà je crois que c'était un écrivain anglais qui disait déjà, si vous voulez qu'il ne se passe rien, vous confiez ça à des fonctionnaires en gros et il n'y aura jamais rien qui sortira. Bon. C'est un peu caricatural, mais avouons qu'il y a un petit peu de ça, quoi. Et c'est après, une autre, c'est l'ouverture d'opportunités, d'initiatives en France. C'est-à-dire que si on ressort des choses de l'économie de marché mondialisée, eh bien ça veut dire que là où, par exemple, un Google écrase tout le monde, un Amazon écrase tout le monde, ça veut dire que eh bien, ça crée dans notre espace national des opportunités pour des sociétés de taille modeste ou de taille plus importante, puisqu'on verra que ça n'empêche pas le fait d'avoir des sociétés de taille importante, mais au moins ce sont des choses qui demeurent dans le giron local et dans la souveraineté nationale, plutôt que d'être juste mis au chômage par un Google qui écrase toute la recherche ou tout ce qui est mis en vidéo avec YouTube, etc. etc. Donc ça, c'est un élément aussi tout à fait important, et c'est vraiment une ouverture d'initiative très grande, on y reviendra. Après, c'est aussi l'idée de remettre en avant le paritarisme, qui a quand même été la règle pour gérer notamment les organismes sociaux pendant des années et des années. C'est-à-dire qu'entre les gens qui cotisent aux régimes sociaux, eh bien, c'est quand même légitime que ce soit les gens qui cotisent à ces régimes qui les administrent. L'État a préempté l'administration de la sécurité sociale, mais c'est complètement inique. C'est complètement anormal que ça soit l'État, ils ont rien à voir là-dedans, normalement. Absolument rien à voir. Donc ça, c'est déjà revenir à un paritarisme, et justement, à du dialogue, et justement, que les forces jouent entre elles, et se frottent entre elles sur ce qu'on peut faire, et sur ce qu'on ne peut pas faire, au niveau de la gestion, justement, des organismes sociaux. La justice prud'homale, qui est un exemple de paritarisme et qui est une exception française. La formation professionnelle également peut rentrer dans ce giron pour justement être plus adapté au plus proche de
des besoins, mais aussi pas que des besoins de l'industrie ou des services, etc., mais aussi dans une démarche citoyenne, parce que c'est quand même une chambre nationale qui a aussi une portée citoyenne. Donc voilà, et c'est essayer de concilier ces deux impératifs. Donc avec un lieu pour ça. Puisque je le rappelle, là ici ces forces, elles ont une vocation justement de s'appuyer sur des forces productives qui n'ont pas de territorialité forte, or que nos élus sont tous liés à un territoire, et avec des forces qui sont liées à différentes activités, hein. Donc, qui ne sont pas non plus représentées ou mal représentés, comme je le disais, par des députés ou même par des maires ou des gens comme ça. C'est pas du tout, ils ont une base territoriale, donc c'est autre chose, hein. Et puis, finalement, c'est la durabilité. Donc la durabilité, j'en parlais tout à l'heure sur l'aspect environnemental, pas environnemental, mais coût d'État, etc. Mais c'est aussi la durabilité au sens de l'environnement, c'est-à-dire qu'on peut du coup contrôler ce que l'on produit, comment on le produit, agir également sur la balance commerciale, parce que du coup là on se donne aussi des instruments pour contrôler un peu plus ce qui rentre, ce qui sort des frontières, avec qui on fait des accords, avec qui on ne les fait pas, hein, plutôt que ça soit opaque et pareil, géré complètement par des gens complètement non élus, des accords internationaux complètement par des Van der Leyen, des Barnier ou des gens qui font des choses complètement opaques, hein, typiquement au niveau de l'Europe, hein, mais également ça aura un impact sur la dette, bien évidemment, et notamment la dette des organismes sociaux, puisqu'on sera plus proche d'une gestion des organismes sociaux. Il faudra par exemple que l'État, bien souvent, il ne paye pas ses cotisations sociales. On ne compense pas quand il dit « je fais un allègement de charges », mais il ne compense pas le manque à gagner. Donc ça se retrouve sur les organismes sociaux à devoir supporter ça, avec une séparation nette comme ça, en disant attendez, si vous faites des déficits ou des trucs comme ça, mais c'est à vous de gérer, hein, c'est pas aux organismes sociaux de gérer ça. Donc voilà, c'est aussi une des raisons de cette séparation importante entre ce qui relève des forces productives, hein, on en revient toujours à cette expression, et ce qui relève du reste de la nation et du reste de l'administration de la nation. Alors, dans le pourquoi, voilà, en gros, la mission de cette chambre, ça serait, la mission, c'est la représentation de la réalité des forces vives du pays, permettant une gestion actualisée, efficace, durable, consensuelle et apaisée de la production et des relations sociales. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en France, on a des relations extrêmement conflictuelles, justement parce que d'un côté, on a un patronat qui essaye toujours de passer en force et de dire ça va aller, on voit bien avec la réforme des retraites par exemple, la loi El Khomri, etc. Là c'est au niveau du gouvernement, mais bon, on voit bien qu'il y a un bloc quand même qui s'est constitué autour d'une certaine frange de la population. Et puis de l'autre côté, des résistances extrêmement fortes contre ça, avec donc des relations complètement conflictuelles, en permanence conflictuelles. L'idée de la Chambre des forces productives, c'est aussi d'essayer de travailler autrement et de travailler un peu plus au consensus et d'essayer, plutôt que de faire un pas en avant, c'est le gros avantage des Allemands, hein, les Allemands ils font un pas en avant quand tout le monde s'est mis d'accord pour faire ce même pas en avant. C'est pour ça qu'ils sont plus efficaces et qu'ils sont meilleurs que nous, hein. Intrinsèquement ils ne sont pas meilleurs, mais sur ce sujet-là, ça leur permet d'être meilleurs que nous et de nous battre à plat de couture, puisque avec l'euro, ils ont la capacité tout le monde est sur la même ligne de départ, mais sur le long terme, ils gagnent. Eh bien, une des raisons, c'est ça aussi. Donc ça, c'est vrai. Donc voilà. Donc, je pense que il y a beaucoup de motivation. Cette chambre est vraiment très très importante. Je crois que elle est extrêmement importante. Elle va changer réellement énormément de choses. Alors, il y a une autre référence qui est peu connue et donc que je vous cite. Donc je vous cite le discours de De Gaulle, discours de Bayeux en 1946. Tout nous conduit donc à instituer une deuxième chambre. Il parle du Sénat. Cette chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit
à réviser ses propres projets, soit à en examiner d'autres. Et en faisant valoir dans la confection des lois ce facteur d'ordre administratif, qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger. Il sera normal d'y introduire, d'autre part, des représentants des organisations économiques, donc là on est complètement plein dedans, familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre au-dedans même de l'État, la voix des grandes activités du pays. Eh bien, la Chambre des forces productives, c'est un visionnaire, De Gaulle, quand on voit ce qu'il dit ça en 1946, c'est très exactement ça. C'est la mise en œuvre, la Chambre des forces productives, c'est très exactement ça. C'est la fait qu'au sein même de l'État, de l'organisation de notre République, eh bien, la voix des grandes activités du pays puisse se faire entendre dans toutes ces diversités en représentant justement les organisations économiques, bon, lui allait même jusqu'au familial et intellectuel, vous voyez. Donc, c'est vraiment, voilà des visionnaires, c'est le genre de personnes dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est pas avec un petit Frexit ou un petit écolo, on va mettre des éoliennes à droite à gauche, que ça, voilà, là il y a de la vision. Là. Vous voyez la différence de niveau? Eh bien, c'est ce niveau-là dont nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut traiter les problèmes. C'est ça le message de la perspective de la 6ème République. C'est pas autre chose. Alors, quel est le périmètre de cette Chambre des forces productives? Quelle est son action, son périmètre déjà d'action directe? Donc, la première chose, nous avons vu que c'était important justement de faire échapper au marché une partie de la production. Donc, ça veut dire et d'être plus efficace dans la gouvernance des grandes entreprises, typiquement. Hein. Donc ça veut dire que c'est la Chambre des forces productives qui devra superviser les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui sont d'une taille supérieure à 100 ou 150 salariés. Hein, je le rappelle, un peu l'idée d'une perspective de la 6ème République, c'est ce qui est expliqué dans le manifeste idéologique, c'est de se retrouver avec deux classes principales. Deux classes principales qui sont d'une part le salariat, ce que les marxistes auraient appelé le prolétariat, hein, mais bon, dans une définition large du prolétariat, on va dire, et puis le patronat, mais le petit et moyen patronat. Plus le grand patronat qui s'est complètement éloigné, qui maintenant est devenu complètement transnational, et n'a plus du tout le souci du peuple. Ils sont dans une oligarchie complètement mondialisée et qui déshumanisée, et qui nous amène à une déshumanisation. Donc c'est cette fraction-là qu'il nous faut se réapproprier. Et donc, la supervision des grandes entreprises devra être déléguée à cette Chambre des forces productives. On voit bien que c'est le moyen, justement, de reprendre le contrôle. Puis les entreprises de petite et moyenne taille, du coup, elles demeurent administrées et nous allons voir justement tous les effets bénéfiques que ça aura. C'est un peu le système qu'on avait justement après la guerre, hein, et qui a très bien marché, qui a impulsé les 30 Glorieuses. Hein. Les 30 Glorieuses, c'est le fruit justement de ce mécanisme économique, ce que j'appelle, on va y venir, un peu une économie mixte. Hein. Et dans une optique d'économie, justement sans monopole privé ou duopole, hein, ou ce genre de choses. Donc on est vraiment, on vient dans une économie qui est complètement différente et qui est donc dirigée dans une certaine mesure, mais pas globalement. C'est pas l'Union soviétique. Hein, il n'est pas du tout question de faire une économie administrée complètement comme c'était l'Union soviétique de A à Z. Non, non. Il faut que l'initiative et le marché puisse, parce qu'il a aussi des qualités, hein, puisse se déployer là où c'est pertinent. Mais au-delà d'un certain niveau d'accumulation du capital, c'est bien le problème, hein, l'accumulation illimitée du capital, fait qu'on a plein d'effets pervers que nous mesurons aujourd'hui. Et nous allons voir, enfin on va le voir, hein, mais qui nous amène sur la trajectoire de la barbarie où nous sommes aujourd'hui. Donc, l'idée, justement, c'est de privilégier l'initiative individuelle et locale, puisque justement, on va redonner de la place, de l'espace,
pour que des gens qui ont des initiatives, qui ont des idées, puissent les mettre en œuvre. Les individus, alors à un ou quelques-uns, ou local. Or qu'aujourd'hui, je reprends l'exemple de Google. Google écrase tout. Donc à partir de là, même s'il y a une petite société qui essaye de se développer, qui essaye de faire un truc, l'autre, il arrive, c'est gratuit. Donc à partir de là, si c'est gratuit, comment voulez-vous qu'une petite entreprise puisse gagner sa vie? C'est absolument impossible. Ça, c'est du dumping, hein. Ça s'appelle du dumping. Personne ne parle plus de dumping, mais toutes ces offres qui sont absolument gratuites, eh bien c'est du dumping. Il faut appeler un chat, et ça empêche toutes les initiatives, et dans toute leur diversité. En plus, on aurait des choses peut-être sans doute bien plus intéressantes, et diverses, justement, et puis avec plein de gens qui pourraient s'exprimer, donc de libérer des initiatives, qui aujourd'hui sont écrasées. Et locales aussi, bien sûr, puisque c'est des groupes d'individus. Autre aspect très important, c'est justement par rapport aux entreprises internationales. Il est bien évidemment que la France ne va pas se fermer complètement à toutes les entreprises internationales. Déjà, il y en a qui sont déjà installées en France, mais cette activité devra être encadrée et ne plus être complètement libéralisée comme elle l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait tout ce qu'il veut et n'importe quoi. Hein. Il arrive en France, il s'installe absolument comme il veut. Donc, sans que les entreprises françaises en bénéficient ou le tissu industriel français en bénéficie. Et bien là, il y aura un agrément qui devra être délivré par la Chambre des forces productives et une délégation des entreprises internationales à des entreprises françaises pour exercer leur activité. Donc ça c'est aussi un moyen de créer un tissu industriel français avec des petites entreprises qui seront quelque part des succursales, mais qui sont des entreprises françaises avec des patrons français et des ouvriers français qui permettront de nourrir et d'acquérir aussi parfois un savoir-faire. Hein. C'est aussi intéressant. C'est un peu le modèle chinois. Hein. Enfin, quand les entreprises étrangères voulaient s'installer en Chine, c'est ce qu'ils ont fait. Non, vous faites pas ce que vous voulez. Vous pouvez venir, mais on met des gens de chez nous dans l'entreprise pour vous représenter en Chine. Et bien voilà, c'est exactement là. C'est assez similaire ce qui est proposé là. Oui. Donc ça permet de rester au niveau international, et de rester dans les échanges internationaux, mais pas n'importe comment. Et pas à n'importe quel prix, et pas pour vendre n'importe quel produit non plus. Donc ça, c'est très important, et ça va revivifier énormément tout le tissu, justement, de petites entreprises qui, aujourd'hui, sont écrabouillées, quoi. Alors, après, pilotage des petites et moyennes entreprises. Hein. Je pense notamment au secteur des transports. Quand il y a un gros transporteur qui arrive en France, forcément, un petit transporteur qui a une dizaine de camions, il va se faire écrabouiller. Hein. Voilà. C'est pour éviter ça, justement, que la Chambre des forces productives contrôle ça, et après on peut trouver des accords, on peut discuter. Alors que par la loi du marché, on ne discute pas, on écrase les prix, et puis l'autre entreprise, elle meurt. Alors, pilotage des organismes sociaux, donc ça c'est un autre aspect très important, donc tout ce qui est sécurité sociale, retraite, assurance maladie, donc, et assurance chômage. Donc on va faire sur la base de, ce sont les patrons et les salariés et les agriculteurs, etc., qui cotisent, et bien c'est à eux de gérer la caisse, les caisses de retraite et les caisses de chômage. C'est pour ça qu'il y a un si grand nombre de caisses de retraite en France. C'est aussi historiquement pour cette raison-là. Et il y a des raisons historiques à ça. Hein. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rationaliser et tout, mais voilà, ça sera aussi l'occasion de le faire. Mais sur la base, justement, de gens qui sont dédiés à ça, c'est dans leur périmètre d'action directe. C'est pas un élément parmi d'autres dans la politique de l'État qui a d'autres choses à s'occuper. La formation professionnelle, j'en ai déjà parlé, la justice prud'homale, évidemment, et avec une déclinaison de cette chambre également au niveau départemental. C'est-à-dire on va retrouver le triptyque commune, département, nation, donc avec la chambre des forces productives, qui est une chambre de niveau national, mais des déclinaisons
au niveau départemental, bah, c'est ce qu'on retrouve avec notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, mais aussi les unions locales syndicales, les bourses du travail, où est-ce que on va pouvoir, je dirais, plutôt que ces organismes soient un petit peu des électrons libres, ils deviennent intégrés dans une démarche globale, mais articulée, mais globale, mais décentralisée, justement de gestion et de supervision, de pilotage des forces productives. Donc on a une cohérence de tous ces éléments qui du coup se mettent à se coordonner, à travailler ensemble. Ça peut changer énormément de choses. Je pense que ça peut changer. Dans le tissu productif, je pense qu'on va gagner une efficacité. Bon, il faudra sans doute le temps que ça se mette en place, mais on va gagner en efficacité de façon considérable. Alors, autre aspect du périmètre d'action de la Chambre des forces productives, ce sont les actions indirectes et de contrôle. Un petit peu dans ce que disait le général de Gaulle dans son discours de Bayeux de 1946, les propositions de loi soumises par l'Assemblée, ils pourront être émanées de cette Chambre des forces productives, c'est-à-dire la Chambre des forces productives aura capacité à faire des projets de loi. Alors, elles seront soumises et votées par les mécanismes, et c'est donc l'Assemblée nationale qui les votera, parce que c'est le seul organe législatif en France, mais il y aura une capacité de proposition de loi de cette Chambre. Donc il y aura déjà quand même, si la Chambre a réussi à se mettre d'accord sur une loi, ça va être très difficile, il faut qu'il y ait vraiment des éléments très importants pour que l'Assemblée nationale dise non, cette loi, voilà. Après, vous voyez, ça crée aussi une autre façon de construire la loi. Et puis, sur les projets de loi qui sont dans le domaine fortement corrélé justement à la production, eh bien, il y a un avis qui est émis par la Chambre des forces productives. Pareil, c'est toujours l'Assemblée nationale qui reste la chambre décisionnaire, mais un avis est émis. Et puis on peut imaginer que s'il y a un avis très défavorable, ce qui est tout à fait possible, eh bien cette loi puisse être censurée par un référendum. Si toute la Chambre des forces productives n'est pas d'accord, à mon avis, ou une large majorité désapprouve un projet de loi, ils auront peu de difficultés à organiser un référendum d'initiative citoyenne pour contrecarrer cette loi si l'Assemblée nationale ne la votait malgré tout. Donc vous voyez que ça institue aussi des mécanismes de contrôle et d'action indirecte de forces constituées, justement. Donc les domaines, ce sont le travail, évidemment, dont l'égalité et les travailleurs handicapés, évidemment, l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'artisanat, la recherche, l'innovation, les transports, l'énergie et la défense. Voilà. Ce sont les secteurs qui sont en prise importante avec la production. Hein. La défense est aussi importante parce que, déjà, puisqu'il y a un secteur de production d'armement qui en soi est un secteur important, mais sans sécurité nationale, sans défense nationale, ou si on exploite des choses à l'étranger ou pour le compte ou en outre-mer, la défense, c'est un élément important de la sécurisation et de la capacité à produire. Donc la défense a sa place, certes pas la première place, mais à sa place dans la Chambre des forces productives. Parce que si on ne sécurise pas quelque chose, vous ne pouvez pas produire. C'est tout simplement ça. Vous avez été attaqué par des terroristes, etc. Ou des gens de tout acabit, qui peuvent vous empêcher justement de vous développer comme vous auriez dû le faire. Et puis, un autre élément très important, c'est la question du lobbying. Puisqu'il y a des lobbies industriels qui existent, industriels ou autres, Greenpeace c'est un autre lobby quelque part. Eh bien, les lobbies
sont explicitement autorisés dans la Chambre des forces productives, puisque c'est des forces, justement, eh bien, faut que les lobbies, ce sont des forces, eh bien, il faut que les forces puissent s'exercer, et elles s'exercent là. Mais quelque part, si elles ont un endroit pour s'exercer, aujourd'hui, il n'y a aucun endroit où elles peuvent s'exercer. Ça s'exerce dans les couloirs, ça s'exerce dans la Commission européenne, où on reçoit les gens, etc., où vous avez à Bruxelles tout un tas de sociétés qui ont des antennes pour aller rencontrer les députés européens, etc. Non. Là, le lobby est explicitement autorisé et c'est justement une prévention de la corruption, et c'est aussi un moyen d'être informé des possibilités et des impossibilités dans certains domaines, parce que les gens ne peuvent pas, les députés, ces députés-là s'appellent aussi des députés, ne peuvent pas être non plus experts dans tous les domaines, et le lobby n'a pas que des aspects négatifs, hein, il faut aussi le savoir. Donc, voilà, ça c'est un ensemble, c'est une intégration, une canalisation des forces. C'est ça l'idée, c'est plutôt que de s'affronter aux forces, l'idée c'est de les canaliser. Parce qu'on n'arrête pas une rivière, mais on peut la canaliser. Alors, comment est composée cette chambre des forces productives? Quelles sont les forces qui sont là-dedans? Donc, on a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais là on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, elle est composée de 270 députés. C'est vraiment très précis, puisque ce sont 3 tiers égaux. En fait, c'est très important, ça fonctionne par tiers. Et quels sont les 3 tiers? On va y venir, mais en fait, il y a N députés, donc il y a un certain nombre de députés par force, mais le principe, c'est que ce qu'il faut, c'est que ça soit représentatif de la force, pas du nombre de personnes. Quelqu'un qui est extrêmement riche, par exemple, a beaucoup plus de force que quelqu'un que 10 personnes qui sont pauvres. Eh bien, si vous faites juste c'est comme le tirage au sort, si vous tirez au sort, vous allez tomber sur le pauvre. Sauf que le pauvre, il n'est pas du tout représentatif de la force. Donc vous êtes passé à côté de l'objectif de cette chambre particulière. Donc, et c'est pas non plus, donc c'est pas lié donc au nombre de personnes, ni au lieu. Hein. C'est bien quelque chose qui n'est pas du tout lié justement à un territoire particulier. Hein. Ça, c'est très important également. Donc, ce qu'il faut dans cette chambre, c'est représenter les forces telles qu'elles sont. C'est-à-dire d'être dans le réel, tout simplement. Donc, ça, c'est un élément très important. Les candidatures, donc il y a des conditions, donc en fonction de la catégorie, donc pour certaines forces. Hein, voilà. Donc on va voir que ça va être découpé pour représenter ces différentes forces. Mais il n'y a pas de condition de sexe, pour la même raison. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, dans l'Assemblée nationale, dire qu'il faut une alternance des noms, un binôme homme-femme, etc., etc. Là, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas avoir des conditions de sexe, parce que justement, on passerait de nouveau à côté de l'objectif, puisque l'objectif, c'est de représenter les forces dans leur réalité, telles qu'elles sont dans le monde réel, et pas telles qu'on aimerait qu'ils le soient. Et donc ce qu'on peut faire pour l'Assemblée nationale, par exemple, ou pour des communes, si on élit des binômes de maires ou des choses comme ça, ici ça n'aurait aucun sens, ça serait contre-productif par rapport à l'objectif de la force, donc ici, à l'objectif de la Chambre. Donc ici, justement, on ne veut pas qu'il y ait des biais introduits justement par un mécanisme de parité ou de choses comme ça. C'est les forces telles qu'elles sont et telles qu'elles sont présentes dans la réalité, dans le monde quotidien de l'activité économique, de l'activité productive. Vous voyez, c'est assez, c'est pas du tout, le fonctionnement n'est pas du tout le même que par ailleurs. Alors, la composition, ce sont des forces constituées, hein, c'est une fraction des citoyens français. Tous les citoyens français ne rentrent pas dans la composition de cette chambre. Ce sont les forces constituées. Alors, quelles sont ces forces constituées? Bon, on en a parlé la semaine dernière, mais je vais le répéter, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. Donc, il y a le patronat, évidemment, donc tous les employeurs, le salariat, de l'autre côté, qui sont les deux grosses forces constituées, hein, bien évidemment. Et puis, après, il y a d'autres forces de moindre importance. Il y a notamment les agriculteurs, qui sont eux aussi une troisième force assez importante, mais moins importante quand même que le patronat et le salariat, on le comprend bien. Et puis tout un tas
tout un tas d'autres forces, comme les travailleurs indépendants, le monde de la finance, les professions libérales, les artisans et commerçants, et les militaires. J'en ai parlé précédemment. Voilà. Donc, comment est-ce que c'est composé de façon plus détaillée? Donc, si on prend donc ces 3 tiers, donc les employeurs, ça forme déjà un tiers, donc 90 députés. Mais au sein de ces employeurs, tous ne sont pas de même importance, de même force, justement. Donc, si on veut représenter les forces, on va avoir, sur ces 90 députés, 30 députés qui vont représenter les grandes entreprises. Parce qu'elles seules, elles pèsent très fortes, ces plus grandes entreprises. Alors, ces plus grandes entreprises sont choisies sur un chiffre d'affaires dans le dernier décile des chiffres d'affaires des sociétés privées. Donc, vous voyez que c'est... le dernier décile, c'est les 10% les plus gros chiffres d'affaires, hein, pour vous dire simple. C'est les 10% qui ont le plus gros chiffre d'affaires. Donc, c'est dans ces entreprises-là qu'on va prendre ces 30 députés. D'accord? Donc, plus des représentants de l'État central qui, parce qu'ils ont une partie, il y a une partie des choses qui restent dans le giron de l'État, donc il y aura aussi des députés de l'État central dans ce tiers-là. Après, pour les entreprises de taille moyenne, donc entre le 6e et le 9e décile, donc entre les chiffres d'affaires compris entre 60%, on va dire, et 90%, hein, dans cette fourchette-là. Donc là, pareil, 30 députés et 3 députés représentants des départements. Hein. Et dernière partie, les petites entreprises, donc là, celles qui, dans tout le reste, hein, donc les autres CA donc de niveau inférieur, donc ce sont les petites entreprises, et avec 3 représentants, 3 députés représentants des communes, bon, par exemple pour les employés communaux, ou des choses comme ça, vous voyez. Voilà. Et tout ce qui va concerner l'administration commune. Donc voilà comment c'est décomposé pour les employeurs, et donc en essayant justement de coller approximativement, évidemment, mais d'être représentatif malgré tout, de la force des différents secteurs du patronat. Pour les salariés, ça va être la même chose. Un deuxième tiers, 90 députés, 30 députés d'un collège ouvrier, 30 députés d'un collège employé et 30 députés d'un collège cadre et ingénieur. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui ou ce qu'on retrouvait jadis. Je ne sais pas exactement comment ça se passe les élections dans les entreprises maintenant. Mais il y avait ces 3 collèges, ouvriers, employés et cadres et techniciens et ingénieurs. Donc avec 30 députés chacun. Et puis, les autres forces productives, forcément là c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y en a plus. Donc de nouveau un 3e tiers, 90 députés encore, avec les députés, les agriculteurs qui ont aussi à eux seuls une force importante puisqu'ils ont 30 députés, mais avec au moins un député de chacune des catégories d'agriculteurs, donc l'agriculture en tant que telle, l'élevage, le maraîchage, etc., etc. Après, on va trouver 12 députés pour chacune des autres catégories, donc de 45e, des 12 députés travailleurs indépendants, 12 députés artisans et commerçants, 12 députés pour les professions libérales, donc au moins un par catégorie, médecins, avocats, etc. 12 députés de la finance, parce que la finance, évidemment, c'est un secteur on ne peut plus important. Et puis, pareil, 12 députés pour militaires, avec les 4 catégories, sous 4 collèges, de nouveau, soldats, hommes du rang, on va dire, sous-officiers, officiers et officiers supérieurs. Voilà. Alors, quels sont les principes de fonctionnement de cette chambre des forces productives? Mandat de 5 ans, vote obligatoire pour forcer l'organisation par les différents corps. On sait bien que les élections dans les organismes professionnels aujourd'hui, les gens, ce n'est pas des organes où on a l'habitude de voter, surtout dans les petites entreprises. Donc là, le vote
est rendu obligatoire. Et on voit aussi que, notamment chez les militaires, il y a un vote qui est organisé. Il y a encore moins de culture du vote chez les militaires. Si vous ne rendez pas le vote obligatoire, eh bien vous allez avoir une déperdition énorme et une non-représentativité très importante des différents corps. Donc le vote est obligatoire pour cette raison dans ces collèges. Élection à la proportionnelle intégrale par collège, bon, pour être représentatif. On n'a pas les problèmes que l'on a pour l'Assemblée nationale, hein, ici. Alors, la Chambre, a priori, ça serait bien si elle était décentralisée, soit à Marseille, dans une grande ville française, bon, typiquement soit à Marseille, soit à Lyon, puisque bon, ça éviterait, justement, comme c'est une nouvelle Chambre, qu'on concentre de nouveau à Paris toutes les administrations. Et puis démultiplier, comme on l'a vu, dans les départements. Hein. L'idée, dans le fonctionnement également, c'est qu'on ait un consensus fort, un large agrément. Puisque si c'est une majorité d'une voix, vous voyez, si c'est 50 plus une voix, ça fait 49% qui ne sont pas d'accord, si vous voulez. Donc, si on veut aller vers des choses apaisées, des choses qui fonctionnent, et de faire un pas que quand, au moins, il y a un large agrément pour faire ce pas en avant, eh bien, donc, il ne s'agit pas de faire l'unanimité, mais voilà. Donc, l'idée, c'est donc d'avoir que les décisions, par défaut, les décisions sont prises à la majorité des 2 tiers plus une voix. Donc, les 2 tiers plus une voix, vous voyez que c'est divisé en 3 tiers. Donc, ça veut dire qu'il y a un secteur entier qui ne serait pas d'accord. Par exemple, si tous les salariats ou tout le patronat n'est pas d'accord sur une mesure, eh bien, il peut bloquer. Donc, on ne peut pas prendre une décision si l'unanimité d'un des 3 secteurs est en opposition. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est important pour pas justement, sinon on pourrait faire si c'était à la majorité simple, on voit bien qu'il suffirait de créer des accords, et puis vous arrivez toujours à faire passer, donc ça introduirait un biais. Donc cette majorité des 2 tiers est importante pour ces 2 raisons. Hein. Aller vers un consensus et pouvoir avoir une forme de veto si un secteur est complètement spolié par une décision. Donc ça pousse à faire des concessions pour avancer. Plutôt que d'être dans le forcing permanent, dans l'opposition permanente, ça oblige à faire des concessions plutôt que... et donc le dialogue, ça favorise le dialogue et la recherche vraiment de solutions qui puissent entrer dans le réel par ce mécanisme. Donc c'est vraiment important, ça change complètement par rapport à la philosophie actuelle. Voilà. Voilà donc en gros qu'est-ce que c'est que la Chambre des forces productives. Donc, je pense que vous en avez vu l'intérêt et toute la puissance, mais on va aller encore un petit peu plus loin, puisque là on va voir à long terme qu'est-ce que ça va donner, ça. Parce que ça va changer énormément de choses. On voit bien que là on voit un peu ce que ça donne, mais sur le long terme ça va changer énormément de choses. Et la première chose, c'est que ça va changer la durabilité de la production, puisque là, on va avoir une main sur la production, donc une main qui ne sera pas la main noire du marché, qui va privilégier, lui, toujours le plus bas coût, le jetable, etc., le consommable, pour toujours produire plus et au moins cher. Là, on va pouvoir agir et se dire, non, cette production-là, on veut qu'elle soit durable. Donc peut-être on va favoriser, justement, comme on peut se mettre d'accord, on va peut-être favoriser justement des biens qui auront une plus grande durabilité. Donc on pourra agir justement sur ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, et bien peut-être le contrecarrer, mais comme tout le monde sera sur la même ligne, ça ne posera pas de problème ou de distorsion de concurrence comme on dit habituellement. Pourra même introduire une certaine planification, hein. Il y avait des plans, hein. Alors ils essayent d'en réintroduire des plans, même Macron, je crois qu'il a essayé. Mais bon, dans une économie de marché qui n'est quasiment que du marché ouvert, la planification, elle n'a pas d'instrument, elle n'a pas de levier. Alors que là, on aurait quand même des leviers, on le voit bien. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Conservation,
et même promotion des initiatives individuelles et locales. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental, c'est vraiment très important, puisque ça va les promouvoir, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont des idées, qui ont des motivations, bah, plutôt que d'être écrasés dans un monde où est-ce que pour faire quelque chose, c'est quand même extrêmement difficile, sauf si c'est vraiment quelque chose de très petit, quoi, et de localiser, bah, on va dire un salon de coiffure peut-être, ou des choses comme ça, et encore, c'est pas forcément évident. Et bien là, parce que si vous dépassez une certaine échelle, bah, vous allez vous tomber sur des multinationales, sur des grands groupes qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Et bien là, ça va libérer un espace pour justement l'initiative individuelle et locale. Et également par le mécanisme dont je parlais tout à l'heure, d'accord et d'agrément des entreprises internationales si elles veulent exercer et se développer en France. Donc ça, vous voyez, ces deux mécanismes font que bah, y a plein de gens qui sont aujourd'hui paupérisés, prolétarisés, comme auraient dit les marxistes, etc., bah, qui vont pouvoir avoir leur propre affaire et monter leur propre affaire de façon viable. Et ça change quand même beaucoup de choses. Donc les personnes ambitieuses, moi je dis, ils vont y trouver leur compte. Plutôt que de nier justement l'ambition, et j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions ou dans les manifestes, avec tous les effets pervers que ça a, bah, les personnes qui ont de l'ambition, eh bien ils vont y trouver leur compte et ils auront au contraire un champ qui va s'ouvrir devant eux. Et puis, c'est aussi la capacité de faire rentrer la question de la production dans le débat citoyen. Puisque du coup, bah, actuellement, la production, bah, elle est complètement dans les entreprises. Personne ne s'occupe de la production, de savoir comment est-ce qu'on produit, etc. Le ministère de l'Industrie, il supervise ça comme il peut. Mais là, bah, ça va rentrer, il va y avoir une assemblée qui va être dans le débat citoyen. On va pouvoir dire, bah, on va plutôt faire comme ci ou plutôt faire comme ça. Ça sera en débat. Alors que là, c'est le marché, c'est-à-dire c'est personne. C'est complètement impersonnel, c'est hors, sans que ça devienne une bureaucratie pour autant, hein. Bien sûr. Et ça, dans toutes les dimensions de la réalité, parce qu'en définitive, quand je parlais des lobbies tout à l'heure, si on dit par exemple on supprime le glyphosate, bah, la réalité c'est que si vous faites ça, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, bah, les agriculteurs ils se retrouvent complètement démunis. Et donc vous allez avoir une chute des rendements très, très importante. Donc bah, il faut le gérer, il faut l'accompagner. Avec toute la réalité des lobbies. Puisque les lobbies, ils apportent aussi du réel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dire, bah, on va mettre des éoliennes partout, etc. Mais si après on a des coupures d'électricité l'hiver parce qu'on ne produit pas assez d'énergie, comment on fait? Eh bien voilà, ça permet aussi d'introduire du réel et de la transparence. C'est-à-dire c'est sur la place publique. C'est pas simplement entre ministères, etc. où ça se déroule dans les couloirs. C'est sur la place publique. Donc ça change quand même énormément de choses. Et pas soumis au bon vouloir de quelques journalistes qui pourront en parler ou pas s'ils le souhaitent. Mais il y a quelque chose... Bon, ça, c'est les premières choses qu'on peut entrevoir. Il y a des choses encore beaucoup plus puissantes que ça à long terme. Puisqu'en fait, on va pouvoir sortir de la consommation, de la société, ce qu'on appelle la société dite de consommation. Et donc, pilotée par la consommation. Aujourd'hui, la société, les produits qui sont produits sont pilotés par la consommation, par le marché. S'il y a une demande, ou si on arrive à créer une demande, et en fait, c'est ça le marché du désir, hein, et de toutes les consommations vénéneuses, c'est-à-dire de toutes ces séries avec plein de violence, des trucs extrêmement addictifs, justement, ou transgressifs, puisque c'est par là qu'on crée un marché. Alors, qu'on crée des marchés depuis l'après-guerre, et ça a pris beaucoup d'ampleur après mai 68. Donc on voit que toutes ces consommations, tout ce marché du désir, qui s'auto-entretient, qui a été décrit par Michel Clouscar, mais j'en parlerai après, on va pouvoir avoir une capacité, alors je ne dis pas que ça va se faire tout de suite, mais on va avoir une capacité à sortir, puisqu'on va avoir une remise à l'endroit des valeurs, puisque ça va être la production qui va redevenir de plus en plus première par rapport à la consommation et à tout ce marché du désir, des consommations vénéneuses, des transgressions. Consommation vénéneuse, c'est aussi les fast-foods, c'est toutes ces choses-là, hein.
Enfin, il y en a dans tous les domaines. Hein. Et transgressive, on voit bien, c'est cette vision transgressive, on voit avec ces histoires de pédophilie, etc. Ça participe de cette idéologie, oui. Mais tout ça, c'est pour que ça crée des marchés. Vous voyez ? Ça, c'est très important, puisque les marchés ils cherchent toujours des débouchés, l'accumulation qui est illimitée du capital, on cherche toujours des débouchés. Eh bien, par ce marché du désir, qui a été décrit notamment par Michel Clousser, mais par d'autres également, eh bien, on dépasse ça et on crée des faux besoins, hein, parce que c'est clairement ça. Donc, on remet les valeurs à l'endroit en réaffirmant le primat de la production sur la consommation, ce qui a été le cas pendant des siècles et des siècles, hein, quand même. Donc, ça va permettre l'émergence d'une nouvelle morale bourgeoise qui a été cassée. Le but de mai 68, c'est ça, c'était de casser la morale bourgeoise pour en introduire une nouvelle, basée justement sur les transgressions et les consommations vénéneuses, mais également une nouvelle éthique des travailleurs, puisque on va remettre le travailleur à sa place, qui est quand même la première, plutôt que de mettre le consommateur et l'opposition père-fils notamment, hein, en disant le père qui produit, non, lui, on le dévalorise sans cesse, et on valorise le consommateur, le pur consommateur, qui ne produit rien. C'est quand même... Le jaunisme, c'est ça, vous voyez, aussi. Donc, on remet à l'endroit un certain nombre de choses qui ont été... tout un tas de choses qui ont été inversées. Donc ça nous donne la capacité à long terme de le faire, mais le faire de façon concrète, pas en opposition au mouvement de la société. Vous enclenchez une spirale vertueuse, c'est ça l'intérêt. En clair, ça permet le rebond civilisationnel. Vous voyez l'enjeu de la chambre des forces productives? Quand on fait tout ça, c'est ça qui permet le rebond, le rebond civilisationnel. Si vous ne faites pas ça, vous passez à côté. Vous n'arriverez pas à faire le rebond civilisationnel. Il faut changer la modalité de production, il faut introduire ça, et tout ce que j'ai décrit, et le primat de la production, sur la consommation pour arriver à le faire. Donc voilà la clé, une clé très importante du rebond civilisationnel. Il y en a d'autres, mais celle-là, vous voyez à quel point elle est stratégique, parce qu'on pourrait dire, moi, la chambre des forces productives, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Vous voyez, toutes les implications, quand on creuse un petit peu, on se dit, mais c'est un des leviers essentiels, principaux, pour renverser la vapeur et rebondir et repartir, mais en ouvrant un espoir, pas en retournant en arrière. Il ne s'agit pas de retourner en arrière, là, pas du tout. On peut s'inspirer du passé, mais il n'est pas du tout question de repartir en arrière. S'appuyer sur le passé, mais pour aller de l'avant et ouvrir un espoir, une perspective vraiment optimiste, une autre perspective que cette mondialisation qui mondialise les microbes notamment. Vision à plus long terme, voilà, je vous renvoie justement à Michel Clousser. Donc, il en parle dans Refondation progressiste, c'est un des livres les plus faciles à lire de Michel Clousser. Notamment, là, il y a un endroit, page 64-65, vous avez condensé en une page, et de façon très simple à lire, quelque part, le cœur de la pensée de Michel Clousser. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça, mais oui, il y a quand même un condensé là, un concentré de sa pensée en une page. Et là, ça c'est intéressant parce que, et là vous allez comprendre, alors plein de trucs, quoi. C'est tout ce que je suis en train de dire, enfin ça en découle, et c'est très, vous voyez plus le monde de la même façon après, quoi. Voilà. Et donc c'est et du coup vous comprenez toute la mécanique qui se met en place. Et puis aussi, à partir de la page 137, le chapitre qu'il appelle cogestion, bien celui qui propose un peu une chambre de cette nature-là, hein. Donc je n'ai rien inventé en définitive, je me suis appuyé justement sur ce qu'il a dit, j'ai fait que monter sur ses épaules pour essayer d'aller plus loin et de concrétiser ça, pour que dans la réalité, on puisse mettre ça en œuvre, et nous en avons vraiment besoin. L'idée, c'est un peu de mettre en place un modèle d'économie mixte. Donc, alors, je cite là quelques livres, je suggère, ce sont des pointeurs comme ça, ce sont des livres que je n'ai pas ou pas encore lus. Hein. Donc, il y a notamment Alec Nove, qui est un auteur qui a travaillé sur l'Union soviétique, un spécialiste de l'Union soviétique, de l'économie, hein, donc c'est un économiste, et donc son livre c'est The Economics of a Feasible Socialism,
Donc c'était justement, donc j'ai pas lu le livre, donc je connais pas toute mais quelque part c'est de faire quelque chose de faisable, débarrasser des idéologies et puis d'essayer de voir pragmatiquement, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait sortir de ce dilemme entre socialisme et barbarie. Mais voilà, the economy of feasible socialism, d'un socialisme faisable, l'économie d'un socialisme faisable, revisité, puisqu'il a revisité lui-même, je crois qu'il est mort avant sa mort. Hein. Donc je pense que donc ça, je lirai ce livre, ça, il n'y a pas de doute, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes justement pour la Chambre des forces productives dans son déploiement. Et puis 2 livres de Jacques Sapir sur le 21e siècle, quelle économie pour le 21e siècle, et le nouveau 21e siècle. Là, on est plus de ce que j'ai pu en voir sur la théorie économique et sur la manière dont il faudrait aborder la science économique au 21e siècle. Voilà. Donc, en résumé, la Chambre des forces productives, c'est une clé essentielle pour le rebond civilisationnel. Une clé essentielle. Parce que ça remet la production qui, de nouveau, prime sur la consommation. Ce qui a été le cas dans l'histoire de l'humanité depuis toujours. Plus d'efficacité que l'administration d'État, hein, parce que les nationalisations et autres collectivisations du passé, on voit bien que quand on va avoir des gens qui vont être du patronat, qui vont administrer, qui vont participer au pilotage des entreprises, des grosses entreprises qui seront dans le giron de la Chambre des forces productives, il est clair que ça ne va pas se passer de la même façon que si c'est un administrateur lambda, un fonctionnaire, haut fonctionnaire, qui sort de l'ENA, qui n'a jamais travaillé en entreprise. On voit tout de suite que ça change la donne quand même. Donc, plus d'efficacité que l'administration d'État, ça, hein, je pense qu'on n'a pas de mal à l'atteindre. Et puis, c'est le nœud, justement, de la collaboration et de la confrontation des forces, justement. Et donc, c'est un peu ce qu'on retrouve dans beaucoup de choses dans la nature. C'est justement une collaboration, confrontation entre, je sais pas, les racines et les champignons, entre nous et notre microbiote à l'intérieur ou même sur notre peau, etc. On retrouve ce modèle, en fait, de confrontation-collaboration qui fonctionne. C'est-à-dire, c'est toujours un équilibre des forces, si vous voulez. Et s'il y a une force qui prenait un petit peu le dessus, eh bien, il y a des mécanismes qui doivent permettre, justement, de rééquilibrer. Bien, ça s'appelle peut-être ce qu'on pourrait appeler une symbiose. Mais pas une symbiose fixée par une idéologie en se disant on va essayer de fixer. Non, fixée avec un équilibre d'opposition des forces permanent. Vous voyez ? Donc quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus viable et durable, justement. 3/3 égaux élus par collège, donc la composition de la Chambre, avec un fonctionnement, justement, par l'agrément, avec une règle de majorité des 2/3 plus 1. Pilotage des organismes sociaux et du social d'une manière générale par les gens qui cotisent à ces organismes, c'est quand même bien le moins. Et puis, je voudrais finir là-dessus, une libération des énergies des personnes qui sont les plus motivées. C'est un petit peu le modèle, pour ceux qui connaissaient l'ANVAR, et maintenant ça s'appelle OSEO, mais justement, et qui était dans le domaine simplement d'innovation un petit peu scientifique, mais là, on va pouvoir libérer les énergies, mais de personnes justement qui ont envie de faire des choses, qui sont motivées, eh bien on aura la capacité de le faire, puisqu'on va leur donner un espace, plutôt qu'elles soient écrasées par les multinationales et les grands groupes. Mais, enfin, moi je pense ça va être quelque chose d'assez important, parce que les gens ils aiment bien, s'ils peuvent se mettre à leur compte et faire des choses, et voilà. Là on peut avoir une grosse adhésion, plutôt que ça soit une oligarchie de quelques pourcents qui dirige complètement le monde. Vous voyez la perspective qu'on en ouvre là ? Je pense qu'elle est quand on dit que c'est une clé essentielle pour le rebond civilisationnel, dans toutes ces dimensions-là, on le voit que qu'il y a vraiment un espoir et une réinvention, quelque part, hein, qui peut, vraiment un cercle vertueux qui peut s'enclencher.
Voilà. Voilà pour cette chambre des forces productives. La prochaine fois, on va continuer sur quelle 6ème République, parce qu'il faut aller au bout de cette série. Hein. Donc on va essayer d'aller au bout d'ici la fin janvier, peut-être, ou début février, grand maximum, puisque après on a d'autres choses à discuter, beaucoup de choses à dire. Donc la semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet, alors, encore plus crispant, qui va crisper un certain nombre de gens, le président de la République. Quelle est la place? Pourquoi un président de la République dans la 6ème République? Quel est son rôle, etc. Donc, ceux qui ont déjà suivi, ils savent déjà un petit peu de quoi il retourne, mais bon, on traitera de ce sujet. Pourquoi un président de la République est utile et à quoi il sert dans la 6ème République. Voilà, j'arrive au terme de cette émission. Je sais pas si je pense qu'on a été peut-être un petit peu long, je sais pas. Oui, oh non, ça va. Oui, un petit peu long. Reprenons espoir. Voilà. Je pense que là, on le voit. Chronique des barbaries, vendredi prochain, regard sur la semaine. Et puis, inscrivez-vous dans l'initiative. Sinon, il ne se passera rien. Et nous irons vers la barbarie. Croyez-moi, la barbarie, c'est pas drôle. On le voit bien. Hein. On est sous liberté surveillée. La démocratie va disparaître. Regardez. Encore un penseur, Éric Verhaeghe, je crois, qui explique comment la démocratie va complètement être squeezée et va être détruite à court terme. C'est leur projet, c'est ce qui est en train de se passer. Achille Mbembe l'a déjà dit. Enfin, à un moment donné, il va falloir agir. Il va falloir agir. Sinon, c'est que vous n'aimez pas vos enfants. C'est que vous n'aimez pas vos petits-enfants, vous n'en avez rien à foutre. Puisque, dans le fond, vous dites, ils se débrouilleront. Vous voyez le monde dans lequel on va, là, quand même, là. Il y a plein de dimensions. Et il y a plein de trucs que je n'ai pas parlé encore dans les chroniques des barbaries, mais je pourrais parler de tout ce qui est militaire. Tout ce qui est militaire. Mais bon, j'en reste là pour aujourd'hui. Commandez Émergence, commandez les mini-cartes, engagez-vous, rengagez-vous, et on peut y arriver, et on va y arriver. Je vous dis à vendredi prochain pour la chronique des barbaries, et à mercredi prochain pour le prochain numéro des Mercredis de l'Espoir. Allez, bonne soirée, au revoir.